tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Bonjour à tous et bienvenue dans les Pions sur la table. Aujourd'hui, et comme ce fut réclamé il y a quelques temps de cela sur la page Facebook de l'émission, eh bien nous allons aborder l'un des nombreux jeux dans l'univers de Tolkien. Oui, alors je dis l'un des nombreux jeux parce que vraiment, on a le choix au niveau des jeux de société au pays de Gandalf. Il y a du jeu de rôle, du jeu de cartes, du jeu coop, du jeu de conquête, du jeu de communication, bref... tout a été fait. Donc si le titre ludique dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas forcément votre tasse de thé, ne vous inquiétez pas, il y a fort à parier que je parlerai d'autres jeux sur la Terre du Milieu au fil du temps sur cette chaîne. À ce propos, si aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du jeu sobrement intitulé Le Seigneur des Anneaux, eh bien sachez que dans 15 jours, pour la prochaine vidéo, nous parlerons du Hobbit, du même auteur et du même illustrateur. Donc si vous aimez Tolkien, vous allez être aux anges puisque ça va être un petit peu sa fête ce mois-ci sur cette chaîne. Et si vous n'aimez pas Tolkien, eh bien sachez que je ne vous aime pas non plus. Le Seigneur des Anneaux est un jeu coopératif dans lequel nous allons tous incarner un Hobbit et nous allons tous être confrontés à Sauron. Vous allez voir qu'il s'agit d'un jeu tendu avec une dimension dramatique fort appréciable. Le Seigneur des Anneaux est donc un jeu de Rainer Knizia, j'espère que je prononce bien son nom, d'autant plus que c'est un nom très connu dans l'univers du jeu, ça vous parle forcément si vous êtes fan de jeux de société. Il a créé notamment Tigre et Euphrate, Skotten Totten, Keltis, Les Cités Perdues, bon bref, je vais pas tous les citer parce que le mec, il a fait plus de 500 titres. Et c'est avec Le Seigneur des Anneaux qu'il a réalisé son plus gros succès commercial. Et alors le jeu est illustré par ni plus ni moins que John Franklin Howe. La classe. Et là, si vous êtes fan de Tolkien, forcément ce nom doit vous parler aussi. Pour les autres, sachez simplement qu'il s'agit de l'un des illustrateurs les plus réputés en ce qui concerne l'univers de la Terre du Milieu. Alors moi, dans ma version du Seigneur des Anneaux, c'est pas des illustrations de John Howe que j'ai, c'est des illustrations de Alan Lee. Rien à voir avec Stan Lee, rien à voir avec Christopher Lee, et rien à voir non plus avec le Général Lee. Mais ce duo-là, Howe et Lee, ce sont tellement des références dans l'univers de Tolkien que Peter Jackson les a mis à la direction artistique de la saga cinématographique sur Le Seigneur des Anneaux et également à la conception artistique du Hobbit. Et vous ne le savez peut-être pas, mais pour la petite anecdote, ces deux grands messieurs font une petite apparition au début de la communauté de l'anneau. Alors attention, ça va aller très vite, là c'est Howe et là c'est Lee, voilà. Voilà, tout ça pour dire que un jeu de société sur Le Seigneur des Anneaux illustré par John Howe, franchement, ça part pas trop mal. Le mec sort pas de nulle part. Donc Le Seigneur des Anneaux est un jeu pour 2 à 5 joueurs, vous pouvez tenter d'y jouer en solo, puisque c'est un jeu coop, donc on se bat contre le jeu, donc ce sera moins drôle, mais bon, bref, ça se tente, voilà. À partir de 10 ans, et des durées de partie annoncées de 75 minutes. Alors là, aussi, c'est un jeu de coop, donc forcément la durée de la partie, ça va surtout dépendre de Sauron en fait. Voilà, je vous laisse préparer votre baluchon, on a un petit peu de route à faire jusqu'au Mordor, et en tant que Hobbit, il nous faudra quelques provisions. Nous ne ferons pas d'arrêt avant la tombée de la nuit. Mais et notre petit déjeuner? Vous l'avez déjà pris? Oui, le premier, c'est vrai. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Il n'a pas l'air au courant pour le second petit déjeuner, Pipin. Et la collation de 11 heures? Hein? Le déjeuner? Et puis le goûter? Le dîner? Le souper? Il est au courant pour ça, pas vrai? Vaut mieux les oublier. Mais c'est pas possible d'être aussi rabat-joie. Bon, ben on va voyager léger, sans plus attendre, je pose les pions sur la table. T'es au courant que tu peux t'asseoir quand même, je t'en prie, vas-y, vas-y, assieds-toi, assieds-toi. Mais il comprend rien à ce que je lui dis, celui-là, c'est pas possible, mais c'est qui? Ah mais ouais, traducteur. À vos dates, le Golas.
les elfes. Voilà, le jeu est installé, donc comme je l'ai dit, on peut admirer les magnifiques illustrations de John Howe, ouais, donc en commençant par ce plateau du dessus, là, avec ce magnifique paysage, avec le Balrog aussi sur le plateau d'en dessous, et c'est vraiment très beau. On retrouvera aussi, évidemment, ces illustrations sur les cartes de jeu, et autant vous dire qu'on retrouve la plupart des personnages de l'œuvre de Tolkien. Alors, il y a de grands absents, hein, comme par exemple Sylvebarbe, mais on retrouve des personnages qui sont de grands oubliés de l'œuvre cinématographique, comme par exemple Gros Bolger, hein, le 5e Hobbit qui accompagne la compagnie. Alors, lui, il va pas jusqu'à Foncombe, hein, il va simplement jusqu'à Bray, c'est pour ça que on en a pas parlé certainement dans les films. C'est un Hobbit qui n'a pas le courage d'aller plus loin, mais qui est quand même présent dans l'œuvre de Tolkien, et donc là, on le retrouve dans ce jeu. Sans plus attendre, nous allons aborder la mécanique de jeu, et vous allez sans doute vous apercevoir que c'est un jeu très accessible, très familial. Alors, vous avez remarqué que le jeu est constitué de 2 plateaux, et nous allons commencer par parler de celui qui est situé ici en haut, parce que c'est sur ce plateau de jeu que se situe la piste de corruption. La piste de corruption, c'est quoi? Eh bien, ça représente la menace, puisque l'on va y retrouver le pion Sauron, qui, tout au fil de la partie, va avancer tranquillement vers nos joyeux hobbits. Les hobbits, eux aussi, en fonction de leurs actions au fil du jeu, vont devoir parfois avancer vers Sauron. Et si jamais, à un moment donné, un hobbit a le malheur de se retrouver sur la même case que Sauron, ou même de le dépasser, hein, sur la ligne de corruption, eh bien ce hobbit périra. Et alors c'est triste à dire, mais c'est pas grave du moment que ce hobbit n'est pas le porteur de l'anneau. Donc là, si à un instant de la partie, eh bien le porteur de l'anneau se retrouve sur la même case que Sauron ou le dépasse, eh bien tous les joueurs autour de la table ont perdu, c'est Sauron qui gagne la partie. Le porteur de l'anneau au début du jeu, ce sera Frodon, mais là, contrairement au film et au livre, eh bien ça tournera. Donc là, je vous ai parlé de la ligne de corruption en premier, sans vous expliquer comment Sauron avance ou comment les hobbits avancent, c'est tout simplement pour que vous ayez en tête qu'il y a cette menace, voilà, qui plane tout au long du jeu. Voilà pour le comment on perd la partie. Pour le comment on gagne, eh bien c'est très simple, il va falloir que les hobbits, les joueurs autour de la table, parviennent à la montagne du destin et ils détruisent l'anneau, tout simplement. Je vous expliquerai comment on fait à la toute fin de la vidéo, parce que là, on a quand même pas mal de trajets à faire avant d'arriver au Mordor, hein. Donc, au tout début du jeu, ça va être très simple, on a ici un petit jeton, voilà, qui représente la communauté. Et on démarre à cul-de-sac, donc c'est un havre de paix, donc ça va être plutôt cool, il va pas se passer grand chose là, hein. On va simplement suivre les inscriptions du parchemin situé au-dessus de cul-de-sac. Donc on demande à chaque joueur de piocher 6 cartes quêtes, on y reviendra plus tard, en gros ça nous permettra de nous déplacer. On va aussi demander au porteur de l'anneau de faire un premier choix risqué, c'est-à-dire qu'il va pouvoir distribuer des cartes supplémentaires, mais en contrepartie, on va lui demander de lancer le dé du péril. Et vous imaginez bien qu'avec un nom comme ça, hein, ça va pas rapporter que des cookies. Donc c'est un choix, hein, il est absolument pas obligé de le faire, le porteur de l'anneau, mais s'il veut rajouter quelques petites provisions dans les sacs à dos de ses comparses, eh bien il va tenter le coup. Et en fonction du résultat, ça va plus ou moins mal se passer, hein. Alors là par exemple, sur la face blanche, il ne se passe rien, et c'est le meilleur résultat que le porteur de l'anneau puisse souhaiter. Voilà, quand il n'arrive rien en jetant ce dé, on est content. Sur cette face là, ça va lui demander de défausser 2 de ses cartes. Sur celle-ci, ça va lui demander d'avancer d'une case sur la ligne de corruption vers Sauron. Donc là, en principe, vous commencez à comprendre le principe de jeu et le côté hyper tendax de ce titre. Sur cette face-là, il va avancer de 2 cases vers Sauron. Sur cette autre face, 3 cases. Donc ça peut aller super vite, hein. Et sur cette dernière face, c'est Sauron qui avance vers les hobbits. Et alors là, c'est la face la plus pourrie sur laquelle on peut tomber, parce que Sauron, lui, il ne recule jamais. Autant les hobbits, par certaines actions, ils peuvent reculer sur la ligne de corruption, autant Sauron, lui, il avance, et il ne fait que ça. Et là, pour en finir avec le parchemin situé à cul-de-sac, eh bien on va nous demander de défausser 2 cartes, plus précisément 2 cartes sur lesquelles figure un bouclier, et qui plus est, ces 2 cartes doivent provenir de la main d'un seul et même joueur, sinon Sauron avance. Voilà, une fois qu'on aura fait tout ça, on va déplacer ici le jeton qui représente la communauté jusqu'à Foncombe. Et Foncombe, c'est également, comme chacun sait, un havre de paix. Du coup, ici, un nouveau parchemin va nous demander de faire 3 actions. La première est intéressante puisqu'il s'agit de distribuer les cartes légendes de Foncombe à l'ensemble des joueurs autour de la table. Donc en gros, ça va être la même chose que les cartes quêtes qu'on a trouvées à cul-de-sac, mais en plus puissant. C'est-à-dire que, on le verra tout à l'heure, mais lorsque l'on va plonger dans l'aventure, les cartes quêtes vont nous permettre de nous déplacer d'une seule et unique case, alors que bien souvent, les cartes légendes, elles, vont nous permettre de nous déplacer de 2 cases, ou alors vont nous proposer des symboles joker qui nous permettent de choisir en fait les chemins que l'on va prendre. Et puis au milieu de ces cartes légendes, on va également trouver des artefacts qui vont nous procurer des pouvoirs sous forme de boîtes de texte, là voilà, qui vont nous permettre d'avancer plus facilement dans nos quêtes. Donc vous avez compris que toutes ces cartes, ce n'est pas le joueur actif qui les garde pour lui, hein, elles sont distribuées à l'ensemble du groupe. Donc là par exemple à Foncombe, eh bien, on va retrouver Glamdring, on va retrouver Gimli, et sa hache. On va retrouver le Golas, mon arc est votre. On va retrouver Anduril, on va retrouver Aragorn, enfin bon bref,
Je pense que vous avez compris, hein, on s'équipe et on constitue la communauté de l'anneau. Donc là pour l'instant c'est plutôt cool, ça ressemble à une petite randonnée chez Center Park, mais ça va pas durer. Je passe rapidement sur les autres actions demandées par le parchemin de Foncombe, hein, et je vais bouger rapidement le jeton vers ce qui vous intéresse le plus, la première aventure du jeu, la Moria. Et là maintenant on rentre dans le cœur du jeu. Donc on va passer sur le second plateau, hein, celui du dessous, qui comme on le voit représente la Moria avec le combat dantesque entre Gandalf et le Balrog. Et donc la première action du joueur actif là ça va être de piocher une tuile récit. Et si ça se passe bien pour lui, et bien là il va tomber sur des icônes, voilà, d'activité, icônes qui devraient lui permettre d'avancer sur l'une des lignes d'activité ici de la Moria. Et on voit qu'ici il y a 3 lignes de déplacement, avec chacune une icône différente. Et cette aventure se terminera lorsque l'on arrivera au bout de la ligne d'activité principale, celle du centre là ici. Donc là sur ce premier tour de jeu ça tombe bien, j'ai pioché justement l'icône de la ligne d'activité principale, et je vais avancer donc d'une case. Donc ces petits jetons verts là, ils représentent l'ensemble de la communauté, hein, l'ensemble des joueurs autour de la table. Donc là je suis premier joueur, hein, c'est moi qui avance, mais en gros je fais avancer tout le groupe avec moi. Et à chaque fois que je vais avancer sur une case, eh bien je vais récupérer ce que m'offre cette case. Là par exemple ici je vais récupérer une rune argentée. Donc les runes dans ce jeu c'est la monnaie d'échange, c'est les pièces d'or quoi en fait. Hein. On verra ce qu'on peut acheter avec un petit peu plus tard. Donc là c'était ma première action, hein. J'ai tiré une tuile récit, j'ai avancé. En guise de deuxième action j'ai le choix. Je peux par exemple décider de jouer 1 à 2 cartes pour avancer plus loin sur les lignes d'activité. Et on va voir que c'est quand même assez intéressant d'avancer très vite sur les lignes d'aventure principales parce que il y a une série d'événements qui vont se déclencher, on va le voir tout à l'heure, assez négatif pour nous, et si on sort pas très vite, eh ben, ça va être compliqué. La seule contrainte que j'ai en fait, c'est que par exemple si je joue 2 cartes, je serai obligé de jouer 2 cartes de couleurs différentes, c'est-à-dire une grise, une marron. Donc là par exemple je peux décider d'avancer d'une case de plus, voilà, sur la ligne d'activité principale avec l'icône H épée, l'icône de combat en fait. Donc je vais utiliser ma carte grise là pour pouvoir jouer 2 cartes avec le bouclier, ce qui me permettra d'avancer ici sur la ligne de progression en bas, et donc de récupérer un artefact spécial qui est le livre de Mazarbul, qui fait pas grand chose en fait, et on le voit, c'est juste une carte quête supplémentaire en gros. Donc là j'ai choisi de jouer 2 cartes pour avancer sur le plateau de jeu, mais j'aurais pu faire un choix différent, j'aurais pu par exemple passer mon tour pour récupérer 2 cartes de la pioche, pour me permettre de préparer mes prochains déplacements, ou j'aurais pu choisir aussi de déplacer mon Hobbit vers la lumière sur la ligne de corruption, pour l'éloigner de Sauron. Donc là normalement à ce stade là de la vidéo tu te dis mais c'est complètement nul, il y a 3 pistes pour avancer, pourquoi avancer sur une piste plutôt qu'une autre, etc. Ça rime à rien tout ça. T'inquiète pas, j'y viens tout de suite. Donc là, admettons qu'on est autour du deuxième joueur. Donc pas sûr que pour lui, ça se passe aussi bien que pour le premier. Donc il va tirer une première tuile récit, et BAM! Là par exemple, il est tombé sur une tuile de récit négative, donc elle va lui demander soit d'avancer Sauron d'une case sur la ligne de corruption, soit d'avancer lui-même son pion Hobbit de 2 cases vers Sauron. Donc là, il va faire son choix. En général, on choisit plutôt d'avancer le Hobbit vers Sauron, hein, parce que le Hobbit, lui, il peut reculer alors que Sauron ne peut pas. Sauf si éventuellement le Hobbit est le porteur de l'anneau, hein, parce que si Sauron est tout proche, ça peut devenir très vite très critique. Et je rappelle que quand le porteur de l'anneau rejoint Sauron, eh bien la partie est perdue. Mais ce n'est pas fini, là le deuxième joueur il va continuer à tirer des tuiles récits, et ce jusqu'à ce qu'il tire une tuile qui lui permette d'avancer sur l'une des lignes d'activité. Donc là il pioche une deuxième tuile récit, manque de bol, c'est toujours pas un symbole d'activité pour pouvoir avancer sur le plateau de jeu. Cette tuile demande à la communauté, à l'ensemble du groupe de joueurs, de se défausser de 3 cartes. Si le groupe ne le fait pas, un événement va se déclencher. Donc admettons que le groupe n'ait pas envie de se défausser des 3 cartes, eh bien je vais descendre ici le petit sablier et déclencher le premier événement de la Moria. Donc là par exemple on tombe sur l'événement parler, amis et entrée. Et cet événement demande au groupe de se défausser de 2 cartes au symbole bien identifié. Là en l'occurrence il s'agit d'un joker et d'une pipe de Hobbit. La fameuse pipe, hein, un symbole de l'amitié chez les Hobbits. En tout cas, si le groupe ne fait pas ça, eh bien Sauron avance d'une case. Du coup, quand on aura fait notre choix, eh bien le deuxième joueur va continuer à piocher, et là il tombe sur un sablier. Donc là, cette fois-ci, l'événement il ne peut pas l'éviter, donc on va descendre ici encore le petit jeton sablier. Et donc il faut savoir que plus on va aller loin au niveau des événements, et plus ça va être coriace, négatif, violent. Là par exemple on tombe sur le guetteur de l'eau, donc chaque joueur doit défausser une carte avec un bouclier. Alors déjà ça coûte cher en cartes si on les a. Si on choisit de ne pas s'en défausser ou si tout simplement on les a pas, et bien là tout le monde va devoir lancer le dé du péril. Vous vous rappelez, hein, c'est ce fameux dé qui est complètement négatif. Donc là le second joueur il est un peu éprouvé, il y a tous les gens autour de la table qui commencent à pester contre sa malchance. Il va tirer une nouvelle tuile et heureusement pour lui, celle-ci représente enfin un symbole d'activité, donc ça va lui permettre d'avancer ici sur le plateau, sur la ligne représentant le bouclier. Ce joueur va pouvoir récupérer ici un item spécial qui est un anneau. Il va le mettre de côté, on verra à quoi ça sert tout à l'heure. En fait, des items spéciaux, il y en a de 3 sortes différentes sur le plateau de jeu.
Il y a l'anneau, donc il y a le cœur et il y a l'étoile. Donc là, le second joueur va finir son tour exactement comme le premier joueur, c'est-à-dire qu'il va soit jouer 2 cartes pour pouvoir avancer un petit peu plus loin, soit passer son tour pour reculer sur la ligne de corruption ou pour piocher de nouvelles cartes. Donc les uns après les autres, là voilà, on va continuer à avancer sur les différentes lignes d'activité. On remarquera au passage qu'on va pas ramasser que des bonnes choses en se déplaçant. Par exemple, ici, cette case va me demander de jeter le dé du péril. Et lorsqu'on arrivera sur la dernière case de la ligne d'activité centrale, eh bien cette aventure-ci se terminera. Et c'est là qu'on va en revenir aux petits items qu'on a ramassés lors de l'aventure, puisque pour espérer que les choses se passent bien, en fait, il va falloir que chaque hobbit ait récupéré un item de chaque catégorie. C'est-à-dire un anneau, un cœur et une étoile. Pour chaque item manquant, en fait, le hobbit concerné va devoir avancer vers Sauron sur la ligne de corruption. Alors évidemment, ils ont pas mis assez d'items pour tous les hobbits, hein, sinon c'est pas drôle. Mais en plus de ça, celui qui aura le plus d'anneaux sera désigné porteur de l'anneau. En cas d'égalité, l'anneau passe au joueur le plus proche du porteur de l'anneau dans le sens des tours de jeu. Donc le danger se balade. Donc là maintenant, je pense que vous comprenez le principe de jeu, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir se déplacer finement, hein, essayer de pas piquer non plus tous les jetons pour les autres hobbits. Parce que bon, si vous prenez tout, ça veut dire que vous envoyez vos collègues directement sur Sauron. Hein. Pareil, au niveau de la collecte des anneaux, il va falloir réfléchir à qui est le plus apte à être le porteur de l'anneau, c'est-à-dire qui est le plus loin de Sauron en fait. Pareil, je pense que vous avez compris qu'au niveau du déroulé des événements, eh bien plus on va tirer de tuiles récits négatives, plus les événements vont devenir critiques, donc on est très tenté d'aller très vite sur la ligne d'activité principale, là, de se déplacer à fond la caisse, alors que sur les lignes d'activité annexes, il y a quand même pas mal de choses intéressantes, hein. On l'a vu, il y a des artefacts spéciaux, il y a aussi ces fameux jetons de vie, là, que l'on comptabilise à la fin de l'aventure pour savoir si on avance vers Sauron ou pas, donc ça relève bien souvent du dilemme, hein, parce que voilà, on a ce choix de savoir si on trace sur la ligne d'activité principale pour éviter que les événements ne dégénèrent, ou alors est-ce qu'on prend le temps, là, chacun son tour, d'avancer pour aller récupérer des jetons pour éviter d'avancer vers Sauron à la fin de l'aventure. Ramasser les items c'est bien, mais se dépêcher c'est cool aussi. Hein. Donc là, une fois qu'on aura fini la Moria, si on est toujours en vie, eh bien on va se diriger vers la Lothlórien. Donc là, nos fabuleux hobbits vont pouvoir faire ce qu'ils font de mieux, hein, c'est-à-dire se rassasier tout en finesse et en modération. Donc sur la Lothlórien, comme sur cul-de-sac ou sur Foncombe, eh bien on va pouvoir se recharger en équipement. Voilà, il y a un peu de tout, hein, tiens, le fameux lembasse. Ceci, mon ami, est du pain elfique. Il suffit d'une bouchée pour donner du cholestérol à un homme pendant le restant de ses jours. Et une fois qu'ils auront quitté la Lothlórien, il va falloir que nos hobbits soient très en forme. Parce que bon, la Moria, c'était juste un petit apéritif. Hein. Là, ils vont enchaîner 3 aventures d'affilée, sans pause-pipi, jusqu'au monde du destin. Donc je vais pas vous faire les 3 aventures, hein. Je vais juste vous présenter les différents plateaux que l'on va retrouver après la Lothlórien. Donc on va avoir le fabuleux gouffre de Helm, on va avoir l'antre d'Arachné, et enfin nous aurons le plateau du Mordor. Les événements de chaque plateau de jeu étant bien entendu de plus en plus hardcore. Non mais regardez-moi ça là, carrément le plateau du Mordor, l'anneau m'appartient quoi. Et une fois arrivé au bout de la piste principale de déplacement du Mordor, si vous êtes toujours en vie jusque là, eh bien il va falloir tenter de détruire l'anneau évidemment, et donc je vous la fais brève, en gros ça va se jouer en quelques jets de dés. Des jets de dés qui vont soit provoquer successivement la mort des derniers joueurs encore en vie, soit provoquer votre victoire. Donc là, autant vous dire que même si vous arrivez à gagner au jeu, eh bien tout le monde n'arrivera pas en vie, hein. C'est impossible, il va falloir à un moment donné se sacrifier pour le bien de la communauté. Avant de conclure, je vais vous parler quand même de 2 choses qui vont vous aider dans votre quête de la destruction de l'anneau. La première, eh bien je sais pas si vous vous en rappelez, mais lors de la première aventure là de la Moria, je vous ai parlé de runes argentées que l'on pouvait récolter au fil de l'aventure. Eh bien ces runes argentées vont vous permettre d'acheter ici les services de Gandalf. Et en général, Gandalf, il vous aide énormément. Et là, on le voit par exemple, le pouvoir de guérison, il permet à un joueur de reculer de 2 cases vers la lumière. Là, ici, avec Persévérance, il permet à n'importe quel joueur de piocher 4 cartes quête. Bon voilà, il y a 5 cartes Gandalf comme ça, avec des pouvoirs divers et variés. Malheureusement, chacun de ces pouvoirs n'est disponible qu'une seule fois dans la partie. Ouais, Gandalf, il est vite épuisé en fait. La deuxième chose qui va pouvoir vous aider, ou pas d'ailleurs, c'est de déclencher le pouvoir de l'anneau. Bien évidemment, l'anneau ayant été forgé par Sauron, hein, ça ne sera pas sans conséquence. Donc on va devoir lancer le dé, en appliquer les résultats négatifs, mais ça permettra au porteur de l'anneau de vous faire avancer plus vite dans une aventure. En bref, ça nous fait avancer de 4 cases, moins le nombre de symboles qui figurent sur la face de dé que l'on vient de lancer. Ce qui permet éventuellement de mettre fin à une aventure si on voit que ça commence à sentir le roussi. Hein. Sachant que ce pouvoir de l'anneau, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois par aventure. Voilà, donc le jeu étendu, il est fort en adrénaline, bref, tout ce qu'on demande à un jeu de coop. L'idée de synergie au sein de la communauté est bien reflétée aussi parce que je vous en ai pas parlé, mais chaque personnage a un pouvoir particulier. Par exemple, la Mary, à la fin de chaque plateau aventure, eh bien lui, il n'a besoin que de 2 jetons différents
pour éviter d'avancer vers ce rond, hein. Voilà, il n'est pas obligé d'en collectionner 3. En soi, c'est quand même un jeu familial, très facile à appréhender, très simple à comprendre, mais dans lequel il n'est pas si facile que ça de gagner. Pour moduler la difficulté du jeu, c'est très simple, il s'agit de placer ce rond plus ou moins près des hobbits sur la ligne de corruption avant de démarrer la partie. Alors, de mauvaises langues prétendent que ce jeu ressemble à s'y méprendre à un jeu de loi. Non mais franchement, vous avez déjà joué à un jeu de loi? Alors ok, dans ce jeu on se contente d'avancer, mais quand même il y a des choix à faire, enfin je sais pas, vous avez vu, il y a des dilemmes dans ce jeu. Dans un jeu de loi, il y a rien à faire, vous pouvez lancer un dé en début de partie, celui qui fait le plus gros score il a gagné puis c'est tout. Là on a quand même une main de cartes à gérer, on fait des choix, flâner, courir, etc., ramasser des jetons. C'est peut-être pas le meilleur des jeux coopératifs qui existent, c'est peut-être pas le meilleur des jeux sur le Seigneur des Anneaux qui existent, mais ça reste un jeu très correct, voire même très bon. Alors niveau design, là il s'agit de la seconde édition, hein. Je trouve que c'est une édition d'ailleurs qui présente mieux que la première, même au niveau des petits jetons qu'on utilise dans le jeu, c'est quand même largement plus beau que les petits cônes blancs qu'on avait dans la première édition. Alors après, dans la première édition, on avait un anneau en plastique, là il est en carton. On avait de vraies figurines pour les hobbits et Sauron, bon là c'est pareil, hein, c'est des petits pions en carton. L'un dans l'autre, qualitativement ça se vaut, mais je trouve qu'au niveau des illustrations quand même, on y a gagné. Le seul problème avec cette édition, c'est que si le Seigneur des Anneaux dispose de superbes extensions, notamment Sauron qui permet à un joueur de jouer les forces du mal, et Force des Ténèbres qui permet de rajouter des aventures pour la communauté, eh bien ces extensions ne sont pas compatibles avec la nouvelle édition. Donc ça c'est quand même vachement con, et je pense que ça vaudrait limite le coup de lancer une pétition auprès de l'éditeur. Hormis cela, je vous recommande très chaudement de jouer au Seigneur des Anneaux, n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est du jeu de loi, ces gens-là n'ont absolument rien compris. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler du prologue à ce jeu, hein, le Hobbit bien entendu, avec le même duo auteur-illustrateur. Et en attendant, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.